Excellent week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci de prendre rendez-vous chaque 20h30 pour une nouvelle édition du journal Aux Toiles des Fonds. La police nationale congolaise s'est lancée à la chasse contre des malfaiteurs dans la ville de Kinshasa. Un bouclage s'est opéré dans le commune de Bandalungwa, une partie de Kitambo et Ngalema. 103e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Mbui Malangu, a placé un accent particulier sur la promotion de la production au niveau national pour lutter contre la dépréciation du franc congolais. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par les nominations des mandataires publics. Ce samedi 8 juillet, l'ordonnance présidentielle a été présentée à la chaîne nationale congolaise et l'on retrouve plusieurs visages connus. On peut citer Kikei Mulumba, Charles Okoto, Barbara Kanam et tant d'autres. À la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 103e réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette importante réunion de membres du gouvernement, le ministre en charge des hydrocarbures, Didier Boudimbo, est revenu sur la coopération bilatérale entre la RDC et l'Angola dans le secteur des hydrocarbures. Suivez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Zone maritime d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Le ministre des Hydrocarbures a fait les rapports au Conseil sur l'état d'avancement de ces dossiers à la suite de la mission qu'il a effectuée à Luanda du 19 au 22 juin 2023 pour la poursuite des travaux dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord portant sur l'exportation et la production des hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun entre l'Angola et notre pays, signé le 30 juillet 2007. Cette troisième réunion bilatérale, marquée par une évolution remarquable vers la concrétisation de l'accord évoqué, a permis aux deux parties de procéder à l'harmonisation de principes directeurs du contrat de partage de production que devront signer l'entité concessionnaire représentée par la RDC et l'Angola et l'entité du groupe d'entrepreneurs dans son Angola et son Ainrock, en son membre représenté par l'opérateur Chevron. Il a été notamment convenu que les concessionnaires désignent le ministère des Hydrocarbures et l'ANPG en tant que titulaire de concession pour procéder aux travaux de prospection, d'exploration, d'évaluation, de développement et de production d'hydrocarbures liquides et gazeux dans la zone maritime d'intérêt commun. La répartition se fera à part égale, soit 50% de revenus du concessionnaire pour chaque pays. Les leaderships dans les négociations, soit la responsabilité du concessionnaire. Le ministre des Hydrocarbures a indiqué que cette étape primordiale d'harmonisation des termes du CPP franchie ouvre désormais la voie vers la finalisation de l'accord sur la gouvernance et la gestion de la zone économique, de la zone d'intérêt commun, dont la signature entre les délégués de deux gouvernements est prévue le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Elle déclenchera à son tour les travaux des négociations du contrat de partage de production harmonisé entre les parties prenantes. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Concernant la dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange en République démocratique du Congo, la gouverneure de la Banque centrale Kabedi Mbui Malangu a placé un accent particulier sur la promotion de la production au niveau national. Par ailleurs, il réitère la décision interdisant l'affichage en public du taux d'échange chez les combistes manuels. Regardez. Le taux d'échange indicatif s'est établi à 2411 francs congolais le dollar américain
enregistrant une tendance à la dépréciation par rapport à la semaine précédente. La même tendance a été également observée sur le marché parallèle, établissant le taux de change à 2427,5 francs congolais pour $1 américain. À ces sujets, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a rappelé les mesures prises par son institution le 19 juin 2023, notamment les rehaussements du taux directeur de la Banque centrale du Congo et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vie en francs congolais, en vue de réduire les pressions exercées par la liquidité excédentaire sur les prix de biens et les taux de change. Le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déployés pour soutenir la production et réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. Face à la montée de la spéculation, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a rappelé l'obligation pour les bureaux d'échange et les cambistes manuels, personnes physiques, de respecter scrupuleusement la réglementation édictée par la Banque centrale du Congo, particulièrement celle interdisant tout affichage public du taux de change. Dans les contextes d'une croissance mondiale atone et la persistance de pressions inflationnistes dans les grandes économies d'une part, de la persistance de pression sur les prix et les taux de change, de l'impact de l'inflation importée et de l'agression de notre pays par le Rwanda d'autre part, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment le maintien de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et le maintien du pacte de stabilité consacrant les financements monétaires nuls du déficit de l'État. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. À son tour, le ministre du Développement rural, François Robota, représentant du ministre de la Justice, a fait part au Conseil du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo en examen au Parlement. Regardez. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 102e réunion ordinaire tenue le vendredi 16 juin 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice, représentée par le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 16 juillet 2023. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance-loi a été adopté. Commencé à 13h38, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h30. Je vous remercie. Malgré son absence, Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a été évincé de ses fonctions dans cet organe délibérant. La motion de défiance a été initiée par le député provincial du MLC, Mbondi Wambondi, et 5 autres signataires. Sur les 41 élus provinciaux de Kinshasa présents, 44 se sont prononcés pour la mise à l'écart de Godin Poyi. Suivez. C'était au cours d'une plénière ce vendredi 8 juin 2023 que les députés provinciaux ont voté pour la motion de déchéance contre le président Godin Poyi, qui devrait normalement se présenter devant la plénière pour présenter ses moyens de défense. Malheureusement, il s'est absenté. Face à plusieurs refus de l'honorable Godin Poyi d'assister à la plénière pour présenter ses moyens de défense, suite aux accusations portées contre sa personne, la plénière étant souveraine est passée au vote et a destitué le désormais ex-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi. Sur 48 députés qui composent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 41 députés ont pris part à la plénière, 34 députés ont voté pour la motion,
3 députés ont voté contre la motion et 3 autres députés se sont abstenus et un bulletin nul. Ici est de rappeler que cette motion de déchéance était déposée au bureau de l'Assemblée provinciale par le député provincial du MSC Désiré Mbonzi et ses 4 autres collègues députés provinciaux. Est adopté par l'Assemblée plénière. Dans un autre registre, l'Union européenne s'est dit très préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Des atrocités qui continuent d'être perturbées en toute impunité contre des civils. Ceci est contenu dans le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies mandaté par le Comité des sanctions des Nations Unies. Suivez ces détails vous proposés par Patrick John Mukengeshaï. L'Union européenne s'est dit très préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo qui a récemment conduit à une intensification immédiate des opérations humanitaires menées sous régide de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo et par une mobilisation de tout le système. L'Union européenne est révoltée par le niveau de violence et atrocités qui continuent d'être perpétrés en toute impunité contre des civils, notamment par le M23, les FDLR, le ZADF, le groupe Codeco et le Zaïre Mapi. Elle s'est dit consternée par le rapport faisant état de violences sexuelles massivement perpétrées contre les femmes et les filles, y compris l'exploitation sexuelle de femmes et de filles déplacées, ainsi que le recrutement des enfants dans le rang de l'armée. L'Union européenne condamne ces atrocités et appelle tous les groupes armés à mettre fin aux homicides illégaux, aux viols et aux autres crimes de guerre présumés. Et tous les responsables de violences de droits de l'homme et du droit international humanitaire doivent être traduits en justice et répondre pleinement de leurs actes. L'Union européenne se félicite à cet égard de la décision du procureur de la Cour pénale internationale à la demande des autorités de la République démocratique du Congo d'examiner les actes commis dans la province du Nord Kivu. L'Union européenne encourage toutes les parties à s'engager dans un dialogue politique inclusif, pleinement respectueux de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tout le pays de la région et comme seule solution possible à cette crise. Parlons justice à présent. Les avocats du prévenu Edouard Mwanga Chouchou se sont retirés de l'affaire le vendredi 7 juillet dernier à la haute cour militaire siégeant à la prison militaire d'Endolo suite au refus de la demande de liberté provisoire de leur client pour des raisons de santé. Gracien Kiumbo nous en dit plus. Alors que la Haute Cour s'apprêtait à examiner le code QR contenu dans les 2 documents dits tests Covid que le prévenu avait passé lors de son séjour au Rwanda, la partie Mwanga Chouchou a sollicité de la Cour une remise de 2 semaines afin de permettre à leurs clients de suivre des soins médicaux appropriés. Estimant que la Cour n'a pas accédé à cette demande, les avocats du prévenu se sont retirés. Pour eux, le fait que la Cour a refusé leur demande signifie que cette dernière a fait preuve d'un manque d'humanité à l'endroit de leur client qui est malade. D'autre part, la Haute Cour militaire a rappelé à la défense que la décision de transférer un détenu dans un centre hospitalier relève de la compétence de l'administration pénitentiaire de juger de la nécessité de les transférer ailleurs. Edouard Mwanga Chouchou et son co-prévenu, Robert Mouchamali-Roy, sont soupçonnés d'entretenir de liens avec des rebelles du M23. Ils sont poursuivis pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage et détention illégale d'armes de guerre dans la résidence de Mwanga Chouchou à Kinshasa et aussi dans les locaux de sa société SMB à Massissi au Nord Kivu. Prenons cette nouvelle en brève. La police nationale congolaise s'est lancée à la chasse contre des malfaiteurs dans la ville-province de Kinshasa.
Un bouclage s'est opéré dans les communes de Bandalungwa, une partie de Kitambo et Ngaliema. Cette opération a été menée conjointement avec l'armée. Le service de sécurité ont procédé à la fouille des résidences. Les suspects sans identité ont été placés à l'écart pour être attendus. Dans un autre registre, après les élections syndicales à la compagnie aérienne Congo Airways, le vendredi 7 juillet dernier, ils ont procédé à l'installation de la nouvelle équipe syndicale en son siège en présence du directeur général de cette société, Jean-Claude Mubenga. Regardez. Tous unis autour d'une table à l'enceinte de l'entreprise Congo Airways sur boulevard du 30 juin en cette date du 7 juillet 2023. Une grande cérémonie et importante prévue par la loi qui régit l'emploi et le travail en République démocratique du Congo a été mise en application par le directeur général de cette compagnie aérienne, M. Jean-Claude Mubenga. L'installation officielle de l'inter-syndical. Camarade Philippe Bahati pour les comptes de IPES. Camarade Pascal Mbava pour les comptes de DCF. Et camarade Mwebele Alpha pour les comptes de Konafi. Les syndicats qui ont gagné aux élections avec plus de voix que les agents et cadres de cette institution ont voté pour. Sur ce, la dynamique syndicale de finances, DCF en sigle, revient au deuxième siège au niveau de la province-ville de Kinshasa. Mais dans l'ensemble de la territoire national, DCF bouge les lignes dans sa manière de faire le syndicalisme autrement. Kananga, Katanga, Goma, Mbandaka, Bandundu, Congo central, DCF a eu tantôt 2 ou 3 sièges qui prouvent son implication pour l'épanouissement de l'employeur et agent fonctionnaire congolais. En opérant un tel choix, vous avez placé votre confiance en vos collègues afin de porter vos revendications vers l'employeur. Ce qui demande de votre part de la patience, mais également la discipline, car appelez désormais à parler d'une même voix. Je vous lance au nom du comité de gestion que j'ai l'honneur de diriger mes sincères félicitations et vous souhaite un fructueux mandat, tout en espérant une franche collaboration entre nous. Nous allons demander à l'employeur, notre partenaire, de bien vouloir programmer dans les semaines à venir déjà la formation de nos délégués pour qu'ils soient outillés à la matière de défense, de négociation, mais aussi de sauvegarde de outils de production. Bon travail au ministère de la Prévoyance et sociale ainsi qu'à l'Inspection générale du travail pour la même mise dans le déroulement de ces installations officielles de l'inter-syndical. Rendons-nous en international, de centaines de migrants en situation de détresse après avoir été chassés de leur logement et transportés dans des zones désertiques par les autorités tunisiennes où ils ont été livrés à leur sort. Retrouvez ces reportages réalisés par nos confrères de la France 24. Ces migrants manifestaient vendredi contre la violence dont ils sont victimes à Sfax après que l'un d'eux a tué un habitant de cette ville tunisienne. Depuis, ces candidats au départ vers l'Europe sont arrêtés et expulsés par les autorités tunisiennes. Ici, nous ne sommes pas venus ici pour rester, nous sommes venus ici juste pour passer, mais impossible. La garde nationale nous empêche de passer. De plus, on est là, on n'est pas libre. À chaque fois, on nous agresse, on nous chasse de chez nous, donc c'est pas normal. On n'est pas venu ici en Tunisie pour rester, on est juste ici pour une passage. Donc. Chassés ces derniers jours de la ville de Sfax, de nombreux migrants errent dans une zone désertique à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Des expulsions confirmées par Human Rights Watch.
À Human Rights Watch, nous avons documenté des expulsions collectives de migrants africains noirs, à la fois du côté de la frontière avec la Libye, où ils sont, selon les estimations que nous avons, entre 500 et 700, mais les autorités, les forces de sécurité tunisiennes procèdent aussi à des expulsions du côté de l'Algérie, où pour l'instant nous avons moins d'informations sur leur nombre. Vendredi, l'Organisation de défense des droits de l'homme a appelé les autorités tunisiennes à mettre fin à cette déportation de migrants vers ces zones à risque. L'intervention des pays dont sont originaires ces infortunés a aussi été sollicitée. On demande aux autorités tunisiennes de cesser les expulsions arbitraires de migrants africains noirs, mais aussi de permettre un accès et une assistance à ceux qui se trouvent au niveau des frontières, à la fois près de la Libye et près de l'Algérie, mais aussi aux pays de ces ressortissants-là, de tout faire pour essayer de leur porter assistance. En février, le président tunisien avait présenté l'immigration clandestine comme une menace démographique pour son pays, alimentant dans la foulée la haine contre les migrants dans une Tunisie asphyxiée par une crise économique. D'un dossier à l'autre, le président américain Joe Biden a donné son accord pour fourniture d'armes à sous-munitions à l'Ukraine en vue de mener les opérations militaires de grande envergure et de donner une réponse tangible à la Russie après avoir bombardé sa partie ouest très récemment. Retrouvez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse internationale. C'est donc une gêne d'ordre éthique éprouvée et exprimée par le président américain. Et on comprend aisément pourquoi quand on sait ce qui se cache derrière ces systèmes d'armes, justement. Il en existe de toutes sortes, mais celles qui posent problème sont celles qui éparpillent sur le champ de bataille une grande quantité d'objets pyrotechniques de petite taille de manière anarchique, disons-le. Pour que vous compreniez mieux, un obus à sous-munitions, comme le modèle américain M864, est en réalité un container tiré par un canon d'artillerie, comme un obus, lequel container, lorsqu'il atteint son altitude maximum, explose pour libérer une grande quantité de petites grenades que l'on peut assimiler à des mines antipersonnelles, tout simplement. Après s'être éparpillés dans l'espace, les objets pyrotechniques percutent le sol et s'arment automatiquement. D'un point de vue purement tactique, cela représente, vous l'aurez compris, un intérêt notable puisque le terrain pollué par ces objets, comme disent les militaires, par ces objets pyrotechniques éparpillés, devient impraticable pour l'adversaire. Mais vous comprenez bien que si le terrain est impraticable pour les soldats russes, il devient également extrêmement dangereux pour quiconque s'y aventure et donc, bien entendu, pour les populations. En sport, on parle de la première édition du tournoi des jeunes de moins de 20 ans dénommé Fatih Cup qui ferme ses portes après les sacres des Panthères du Gabon contre le Centrafricain le 7 juillet dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Regardez. La première édition de Fatih Cup a connu son atterrissage le vendredi 7 juillet 2023 avec le sacre de Panthères du Gabon. Ce tournoi des jeunes de moins de 20 ans a connu la participation de 4 pays de l'Afrique centrale, dont la République démocratique du Congo, pays hôte, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Très mordant et impitoyable, et depuis le démarrage de cette compétition de l'UNIFAC, le Gabon termine au sommet du podium après son succès 2-0 devant la République centrafricaine de cette dernière journée et coiffe sur le prêt les ambitions de la RDC pays hôte qui se contente tout de même de la 2e place, synonyme de médaille d'argent après sa victoire 2-1 face au Congo-Brazzaville qui finit 3e devant la RCA, le maillot faible de la compétition. François Kaboulou-Mona Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, et grands artisans de cette première édition a rehaussé de sa présence aux côtés des dirigeants de l'INIFAC et ceux de la FECOFA pour la cérémonie des remises des trophées et prix individuels. Cette première édition laisse une très bonne impression en dépit de quelques ratés en termes de mobilisation générale. Fatih Cup, une initiative qui n'a pas eu tort de proposer un tel tremplin pour la promotion du football d'âge dans la sous-région, a dit le patron des sports congolais.
La sélection congolaise, attendue au tournant pour le 9e jeu de la francophonie, sans doute aura profité de cette expérience avec les athlètes comme Charveil Onoya, Ephraim Longo ou encore le dernier buteur des Léopards contre le Congo, Mardoché Kalenga Lenga. Pour ne citer que ceux-là, une autre mission qui attend la troupe à Guy-Boukassa, c'est le grand rendez-vous des Jeux de la francophonie prévu ce 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Fachikoup Restonzi, le patron du sport congolais, estime que ce tournoi est un pari gagné pour la RDC. Retrouvez cet extrait choisi par Espoir Kinamvouidi. Et ceux qui ont cru à l'avenir de la jeunesse n'ont pas hésité un seul instant. C'est avec eux que nous avons réussi. Il y a une petite minorité de Congolais qui étaient dans le doute. Et maintenant, je pense qu'ils sont convaincus que nous avons fait ce tournoi. C'est pour soutenir notre jeunesse et aider les jeunes à aller de l'avant. Je remercie également l'UNIFAC qui a accepté cette organisation. Et avec bien sûr le coup de pouce du Comité national de normalisation. Eh bien, dans l'ensemble, je pense que nous avons réussi notre pari. L'essentiel est que le football de jeunes ressuscite au niveau de l'Afrique centrale et que le football avance. Et l'objectif est atteint. L'objectif, c'était quoi? À travers Fachikoup, relancer le football des jeunes au niveau de la sous-région, et booster cette compétition qui était longtemps négligée. On ne s'occupait que de la sélection senior, l'équipe A, mais nous avons dit non, la base c'est les jeunes et c'est pour ça que nous avons mis toutes nos énergies là-dedans. Et je voudrais sincèrement remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué totalement dans la réussite de cette compétition, le Premier ministre également, Jean-Michel Samalou Konde Kienge, qui m'ont appuyé jour et nuit et qui m'ont poussé à aller jusqu'au bout. Prenons les valeurs nutritives pour parler du maracuja, un fruit riche en vitamine E et C, essentiel pour la santé de la peau, avec une importante teneur en vitamine A et qui intervient à la régénération cellulaire et la production de collagène. D'autres détails d'Erit Mboua. Le maracuja, aussi appelé grenadille ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe deux types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et ténué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité. Ce journal arrive à son terme. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, voici donc le rappel des titres.
La police nationale congolaise s'est lancée à la chasse contre des malfaiteurs dans la ville de Kinshasa. Un bouclage s'est opéré dans le commune de Bandalungwa, une partie de Kitambo et Ngalema. 103e réunion du Conseil de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Mbui Malangu, a placé un accent particulier sur la promotion de la production au niveau national pour lutter contre la dépréciation du franc congolais. Ces majestés travaillent et le fruit de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Bonne continuité des programmes sur nos antennes.